sur l'avenir. Donc on peut lire à travers les réseaux sociaux, à travers les journaux, différents sites web, etc., l'impact de beaucoup de choses qui arrivent, qui vont impacter tous les métiers. L'une des questions qui arrive et qui est un peu redondante, c'est l'intelligence artificielle. Là, je me disais à mes étudiants en informatique, j'ai dit préparez-vous, demain vous serez, je sais plus, c'était dans la liste des métiers, manager homme-machine. Donc c'est un nouveau métier qui va émerger, manager les hommes et les machines. Donc c'est des questions qui sont un peu perturbantes pour les étudiants, mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Hein. On a plein de secteurs comme les données massives qui arrivent et comment faire de l'apprentissage personnalisé, etc. Donc il y a tout un bouleversement qui arrive aussi dans le monde de l'éducation, dans le monde de la formation. Et moi, j'aimerais avoir vos visions, vos réflexions sur là, ce qui est en train de se passer et ce qui peut arriver demain, même s'il y a beaucoup de choses à travers le monde, beaucoup d'exemples d'utilisation de réalité virtuelle, réalité augmentée. Voilà, un peu vos avis et voilà, qu'on puisse avoir un retour sur ou des expériences ou ce qui peut se passer à l'étranger aussi. Oui, on n'a pas de boule de cristal, hein, franchement. Mais en revanche, c'est pas le but. En revanche, il y a une chose sur l'IA, l'intelligence artificielle. Dans tous les colloques en économie, il y a une vraie interrogation sur ce qu'on appelle les routine jobs, vous savez, les métiers routiniers. On pense que ces métiers seront très largement remplacés par l'intelligence artificielle. C'est un vrai défi pour les économies, ça. En revanche, sur les métiers d'enseignement, je ne suis pas du tout pessimiste. Parce que ce sont des métiers d'interface, ce sont des métiers de l'humain. Il va y avoir un vrai défi dans les métiers de l'enseignement pour justement former les jeunes à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Mais je crois que cette action de l'enseignant, elle est absolument nécessaire. Et sincèrement, je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Ce n'est pas uniquement pour faire plaisir au public qui est en face de nous. À une époque, vous savez, quand il y a eu la télévision éducative, il y a des gens qui ont eu au ministère l'idée que si on mettait des télévisions dans les classes, on pourrait économiser un grand nombre d'enseignants. Ça ne s'est jamais fait. Donc là-dessus, nous n'avons pas des routine jobs. Nous avons des métiers qui sont extrêmement variés. En revanche, le vrai défi, ça va être comment aider les élèves à utiliser ces technologies numériques. Mais là, je vais passer la parole à François sur ce sujet. Merci du défi. C'est sûr que demain, personne ne l'a vécu et donc personne ne peut vraiment en parler. Mais on peut essayer de se projeter. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, ça ne ressemblera pas à hier. Et donc ça, c'est dommage parce que le système éducatif, par défaut, pour revenir, avait tendance à penser que le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui se ressemblaient et donc le monde de demain, il ressemblerait à nouveau et donc il suffisait de transférer ce qu'on avait acquis dans les générations précédentes pour que ça suffise. Ça, je pense que ça ne fonctionnera plus. Et donc, si c'est différent, ce qu'il faut, il y aura probablement des défis à relever. Et donc, apprendre à relever des défis, ça restera une qualité importante. Apprendre à coopérer, ça restera une qualité importante. Apprendre à chercher à faire du sens, ça restera une qualité importante. Apprendre l'empathie, à comprendre les autres, à se comprendre soi-même. Cette intelligence émotionnelle et relationnelle, sociale, sera très importante. Donc, ça veut dire que ces vertus qui sont au cœur de au moins certaines pédagogies, ont a priori un bel avenir devant eux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir inventer plein de métiers. Tu en as cité quelques-uns, il y en a peut-être plein d'autres qu'on pourrait citer. On ne sait pas complètement avec certitude, on sait simplement que ça va impacter une partie des métiers existants et qu'il y aura une partie des métiers qui disparaîtront peut-être, en particulier les plus routiniers, et puis il y en a d'autres qui vont être créés. La question, c'est... Tu parlais d'intelligence collective aussi. Je pense que c'est un des aspects clés. Et donc l'idée, c'est de se dire que, par exemple, aux échecs, ça fait longtemps que Garry Kasparov, qui était champion du monde, a perdu contre l'ordinateur d'IBM. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et Garry Kasparov, c'est l'un des premiers à interroger sur l'avenir de l'homme, au moins dans le cadre du jeu d'échecs. Et ce qu'il a créé, c'est ce qu'il appelle des parties d'échecs avancées, dans lesquelles les hommes et les machines jouent ensemble. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que l'homme plus la machine, c'est mieux que la machine seule, qui est mieux que l'homme seul. Et je pense qu'il y aura toujours plus de métiers dans lesquels ça sera vrai, y compris les métiers de l'enseignement. Et c'est d'ailleurs déjà le cas.
on utilise déjà une partie de machines pour améliorer notre capacité à transmettre un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes. Corriger des copies de manière automatique, surtout si c'est des QCM, c'est très facile à faire. Si c'est des dissertations, c'est un autre défi et un certain nombre de gens y travaillent, mais on en est encore loin. Il y a par exemple une chercheuse en intelligence artificielle à l'université de Tokyo, qui est l'équivalent un peu du Polytechnique ou de l'école normale japonais, qui a montré qu'un programme pouvait mieux réussir le concours que 99% des étudiants. D'accord ? Donc ça l'a amené à s'interroger sur la nature même du concours et sur la nature même de la formation. Et je pense qu'effectivement, il va falloir s'interroger sur ces sujets-là. Et donc, on a besoin de repenser probablement nos concours, nos formations et notre capacité à préparer les jeunes au monde de demain. Mais c'est en les invitant à relever des défis, je pense qu'on le fera le mieux. Et donc, ça peut se faire de plein de manières. Par exemple, ici, vous avez des défis importants, y compris ceux du développement durable, mais c'est le cas aux quatre coins de la planète. Et impliquer les jeunes dans relever des défis de ce type. On a évoqué les Saventuriers tout à l'heure. Il y a un projet qui s'appelle Bâtisseurs de possibles, que certains connaissent peut-être, où on invite des jeunes à relever des défis. Ce sont des défis qu'ils ont eux-mêmes identifiés, éventuellement en lien avec des défis globaux, parce que les défis locaux et les défis globaux ont toujours une forme de résonance. Les Nations Unies ont par exemple défini 17 grands défis globaux, qui inclut la biodiversité, mais qui inclut la pauvreté, la santé, l'éducation, le climat, les problèmes de genre, etc. Et donc tous ces problèmes sont des problèmes pour chacun d'entre nous, et les élèves sont ravis de réfléchir à ces défis, et de se retrousser les manches et de trouver des solutions à leurs échelles. Par exemple, le défi de l'alimentation, le défi de la faim dans le monde, eh bien, il y a des enfants en primaire qui ont décidé de créer eux-mêmes un jardin potager pour relever ce défi et faire en sorte que ce qu'ils cultivent soit donné en particulier aux enfants les plus défavorisés qui n'avaient pas forcément la possibilité de manger autre chose que de la junk food parce que c'est ce qui est moins cher. Et donc voilà, ça c'est des manières pour les enfants de relever des défis à leur échelle. Et au passage, ils ont appris tout un tas de choses, y compris en biologie, mais aussi comment est-ce qu'on plante, comment on met de graines sur tant de mètres carrés de jardin, etc. etc. Et donc on apprend énormément de choses qui sont, y compris dans les programmes, en s'interrogeant et en relevant ce genre de défis. Mais on apprend aussi à collaborer, on apprend l'empathie, on apprend à essayer de trouver des solutions à son échelle. Et éventuellement, on les partage, et il y a des congrès dans lesquels les petits bâtisseurs de possibles partagent au niveau national et international. Des projets bâtisseurs de possibles, ou l'équivalent international qui s'appelle Design for Change, ont impacté des millions d'enfants à travers le monde. Et ils sont basés sur l'idée de base qui est le virus I can, le virus je peux. L'idée, c'est de dire aux enfants qu'ils peuvent eux-mêmes contribuer à non seulement identifier des problèmes, chercher des solutions, les mettre en œuvre et raconter ce qu'ils ont fait. Ces 4 étapes très simples qui sont bien décrites sur leur site que je vous recommande. Et donc, cette capacité à penser le monde de demain et à être un acteur du monde de demain, et pas simplement un consommateur des savoirs d'hier, mis en compétition par rapport à ça, mais un acteur et un auteur capable de coopérer pour co-construire une partie de ce monde de demain. Je pense que c'est probablement une des pistes d'avenir très intéressantes. Oui, en fait, ça revient à dire qu'il faut des compétences. Il faut surtout mettre l'accent, parce qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas ce que va être demain, et le demain étant un demain proche et pas un demain, pour le coup, plus éloigné, on a besoin que les élèves aient acquis, en fait, des compétences transférables. Et c'est exactement ce dont a parlé François. Il faut qu'il soit, et en particulier l'adaptabilité. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'acquérir, qui peut s'apprendre. Toutes ces compétences transférables, c'est peut-être bien sur cet accent-là, sur ces compétences-là qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui. C'est le mot de la fin ? C'est le mot de la fin ? Oui, moi je voulais simplement dire un peu comme mot de la fin, oui, sur l'innovation, pour revenir un peu sur la question de l'innovation. Je crois que c'est simplement votre liberté qui est en jeu. L'innovation, c'est l'exercice de votre liberté de travail. Ça doit rester léger. Et là, je pense que c'est un appel à l'encadrement, c'est un appel à tous ceux qui contribuent à ça. Il faut rendre l'innovation légère. Vous savez qu'on est un des rares pays, une fois j'étais à un colloque au Maroc, et il y avait cette discussion sur un article que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'article 34, qui est maintenant l'article L401 du Code de l'éducation. Et cet article, il donne la possibilité d'expérimenter. Il y avait un intervenant dans ce colloque qui me dit « Les Français, vous êtes étonnants parce qu'il vous faut un texte de loi pour avoir le droit d'expérimenter. » Je dis oui, c'est le charme français, mais on expérimente quand même. Et il faut avoir, on l'a dit, vraiment un plaisir à le faire.
Je crois, je pense toujours, par rapport à l'innovation, cette phrase de Nietzsche, il faut avoir du chaos en soi pour enfanter d'une étoile qui danse. Et c'est pas d'être chaotique, mais avoir une certaine forme de chaos en soi, je crois que c'est très prometteur. Merci. Juste, s'il y en a dans la salle qui n'ont pas pu prendre la parole, parce qu'on a fait une interaction, pas numérique, mais papier, mais juste pour finir sur l'interaction humaine, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Une question pour conclure sur la thématique de la prospective, de ce qui peut se passer? Bon, je tiens à m'excuser parce que la synthèse qui me faisait là, je la faisais sur les mots-clés qui me remontaient et j'essayais de trier vos questions. Il y a peut-être des frustrations dans les questions, mais on a un fil Twitter et si vous avez envie d'utiliser pour rebondir dessus, il n'y a pas de souci et on pourra en débattre. Donc, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on va applaudir nos 3 experts et leur remercier pour l'ensemble des questions qu'ils ont amenées.